on va donc passer à la première session de ce colloque qui s'intitule « Quelle nature protéger ?» avec des S entre parenthèses à la fin de « quelle » et de « nature » et un point d'interrogation à la fin. André Micou est donc le modérateur de cette session. Si vous voulez bien me rejoindre ici, comme ça vous aurez un regard sur les questions aussi. Un mot peut-être sur l'intitulé de la session et sa thématique, et puis une petite présentation des intervenants. Oui, bonjour à tous. Raphaël vient d'introduire complètement le titre de cette session. Si je peux me permettre, donc je vais tout de suite... Non, je ne veux pas profiter du fait que j'ai la parole pour la monopoliser. Donc, je vais tout de suite inviter Madame Lucas, qui est juriste. Je vais présenter donc les deux premières interventions. Bon, il y en a une qui n'aura pas lieu, donc du coup, nous gagnons un peu de temps. Et puis, je présenterai la troisième après. Hein. Donc, Madame Marthe Lucas, qui est juriste. On l'a dit, le rôle des juristes à la fois dans la préparation de ce colloque, mais aussi dans l'application de la biodiversité. Donc je pense que c'est très intéressant de commencer par ça, qui va nous parler de la nature ordinaire, nature en guerre. J'ai moins bien compris, mais je pense que je comprendrai mieux. De la place de la nature ordinaire dans les études d'impact français de 1976 à nos jours. Donc vous avez 15 minutes. Un peu plus? Non, c'est ça. Hein. Non, pas un peu plus, 15 minutes. C'est la consigne qu'on m'a donnée. Okay. Donc, je vais mettre mon minuteur et puis je vous laisse la parole. Je vais essayer d'être plus rapide parce que vous avez prévu 20. Je vous remercie. Je remercie les organisateurs pour l'organisation du colloque. Et avant de commencer, je voudrais dédier ma présentation à Chantal Cans, qui est une juriste qui a fortement œuvré pour le droit de la protection de la nature et qui aurait dû être parmi nous aujourd'hui. Donc j'ai choisi de me focaliser sur l'évaluation environnementale et l'étude d'impact en particulier parce qu'au moment de son introduction en droit français, grâce à la loi sur la protection de la nature de 1976, eh bien, l'étude d'impact est vue comme le moyen ordinaire de protéger la nature. L'idée est pour la première fois de considérer les conséquences potentielles sur l'environnement que vont avoir un projet d'aménagement. Et donc cet instrument permet au maître d'ouvrage de mieux conceptualiser son projet, au public d'être informé, et puis à l'administration de se positionner pour savoir si elle décide de l'autoriser ou non. C'est un moyen ordinaire car son champ d'application est transversal et touche de nombreux secteurs d'activité. L'obligation de réaliser une étude d'impact se déclenche à l'époque au regard de l'importance du projet ou de ses incidences sur le milieu naturel. Et elle porte d'ailleurs sur tous les milieux naturels confondus, ce qui en fait a priori un instrument idéal pour la nature dite ordinaire, commune ou banale. C'est un moyen de protection car soit les résultats de l'étude font apparaître que les impacts vont être trop importants et du coup l'administration elle refuse le projet, soit elle les considère comme acceptables et elle va autoriser le projet mais en prescrivant des mesures d'évitement, de réduction et de compensation ainsi que leur suivi. Donc dans un cas on prévient le dommage, dans le second on minimise et on fait en sorte de le réparer. Pourtant, quand on confronte les textes à la pratique, on constate un grand écart et c'est l'objet de ma présentation, car quand j'étais en thèse, il y a plus de 10 ans, et en discutant avec les différents acteurs, ils m'ont tous dit mais la compensation de la nature ordinaire, ça ne se fait pas, et il n'y a pas besoin, on n'a pas à le faire. Et du coup, pour moi, ces propos allaient à l'encontre de ce qui était l'esprit même de l'étude d'impact. Et donc, c'est le souhait de comprendre ce décalage entre la façon dont sont rédigés les textes et la pratique qui est à l'origine de ma présentation suivant une perspective historique. Ceci dit, parler de nature ordinaire en 1976, c'est complètement anachronique, et même le terme de nature ordinaire n'apparaît pas dans la législation ni dans la jurisprudence. Donc, je renvoie sur cette question aux travaux d'Aline Treillard. Donc, j'ai identifié 4
temps distincts. Le premier temps qui est de 1976 à 1990, qui est pour moi le champ des possibles. De 1990 à 2009, où on a une dichotomie entre nature protégée versus nature ordinaire. Un troisième temps, 2009-2016, où on a une percée de la nature ordinaire. Et un quatrième temps depuis 2016, où on a a priori un début de recul. Donc je commence par le premier temps, 1976-1990, le champ des possibles. En 1976, le contenu de l'étude d'impact, il se subdivise en 4 rubriques. Vous devez d'abord analyser l'état initial du site, ensuite une analyse des effets sur l'environnement, les raisons pour lesquelles le projet a été retenu et les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les effets. Donc l'analyse des effets, elle se fait notamment sur, je cite, les sites et les paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques. Donc on a l'évaluation des espèces à travers la faune et la flore et l'évaluation des espaces, les milieux et les paysages. Et entre les deux, on a même la notion d'équilibre biologique qui peut faire le pont. En 1985, la première directive européenne sur le sujet, elle opte pour un objet de l'étude qui est à la fois un peu plus succinct, puisque la notion d'équilibre naturel n'y est pas, et plus large parce qu'elle demande l'évaluation également de l'interaction entre les différents éléments listés, à savoir la faune et la flore, mais en interaction avec l'eau, les sols, l'air et les paysages. Et donc ça permet une approche qui prend en compte l'interdépendance entre les différents milieux. Donc on a bien un caractère systémique de l'objet de l'étude d'impact qui permet de prendre en compte les effets sur la nature ordinaire. Dans les 3 cas, le contenu de l'étude d'impact est tenu au principe de proportionnalité. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si on demande une autorisation loi sur l'eau pour notre projet, eh bien, l'étude d'impact devra porter en priorité et approfondir les effets sur l'eau en étant moins approfondi sur d'autres effets, par exemple sur la qualité de l'air. Pareil, si le projet se fait à proximité d'un site qui est protégé, eh bien, il faudra prendre en compte particulièrement la sensibilité de ce milieu. Le caractère proportionnel de l'étude d'impact pourra donner lieu à un contrôle du juge administratif s'il est saisi en ce sens. Et donc le juge vérifie à l'époque eh bien, que l'étude est complète et suffisante, sans qu'il rentre à l'époque vraiment dans les détails. Son contrôle de l'étude d'impact, il est très important, car il peut conduire à l'annulation de l'ensemble du projet pour vice de forme, si le juge considère que la décision qui a été prise par l'administration a été biaisée par des résultats incomplets ou fallacieux d'étude d'impact. Donc, durant cette première décennie, on n'a pas de guide méthodologique et les acteurs se trouvent libres d'interpréter un petit peu le champ et la méthodologie de l'étude d'impact. Qu'ont-ils retenu ? Donc, deuxième temps, 1990-2009. Et bien là, on s'aperçoit qu'on a une appréhension de la nature qui va varier selon les rubriques de l'étude d'impact. Concernant la première rubrique sur l'état initial, eh bien, les bureaux d'études, au fil des années, ils ont recensé de façon de plus en plus complète les espèces faunistiques et faunistiques qui sont présentes. Ils s'appuient sur des données bibliographiques, sur des études de terrain, et on a une approche à ce stade qui est assez quantitative sous forme d'inventaire. Ensuite, en application du principe de proportionnalité et sous l'influence du droit international et européen, on va se focaliser sur les effets notables, principaux ou importants qui devront être seulement décrits. Et le caractère notable des impacts a été compris dans un sens qualitatif. Donc seuls les impacts qui sont susceptibles d'être causés aux espèces protégées sont listés dans l'étude d'impact, ce qui s'explique par l'état de vulnérabilité de ces espèces et de l'existence d'un statut juridique très protecteur. Seulement, cet amalgame effet notable égale effet sur les espèces protégées a conduit par la négative à occulter ou à considérer comme systématiquement faibles ou nuls les impacts sur le reste des écosystèmes. Par voie de conséquence, aucune mesure d'évitement, de réduction ou de compensation qui vise les atteintes relatives à la nature ordinaire. Et cette pratique n'a pas été sanctionnée par le juge administratif. Il a pu sanctionner l'absence de mention des espèces protégées, qui n'étaient pas dans l'état initial et donc
le projet a dû être annulé, mais aucune jurisprudence pour estimer que les études d'impact ou les arrêtés d'autorisation font trop peu de cas des atteintes causées au paysage ou que les effets indirects comme la perturbation de la chaîne trophique des espèces ou qu'on a de trop forts impacts cumulés avec une réduction trop forte, progressive de l'habitat. Tous ces éléments-là ne sont pas pris en compte et pas sanctionnés par le juge. Troisième temps, 2009-2016, on a une percée de la nature ordinaire. Autour des années 2010, on a une reconnaissance juridique des fonctions qui sont jouées par certains écosystèmes, et à chaque fois, ça s'accompagne de la prescription de prendre des mesures d'évitement, de réduction et de compensation, ce qu'on appelle la séquence ERC. Ce qui est intéressant de souligner ici, c'est que cette demande de compenser les fonctionnalités des écosystèmes, elle est plutôt le fait de législation sectorielle que de celui du droit relatif aux études d'impact. Donc je n'ai pas forcément le temps de développer autant que je voudrais, mais ça a été le cas en matière de forêt. C'est le cas lorsque la trame verte et bleue a été créée. On a mis en place l'obligation d'éviter, de réduire et de compenser toute atteinte à la trame verte et bleue. Et c'est le cas plus particulièrement en matière de zones humides, c'est là où on a été le plus efficace. On a des schémas de directeurs de gestion et d'aménagement des eaux, qu'on appelle des SDAGE, et la deuxième génération, donc les SDAGE de 2009 à 2015, ils constataient l'importance des fonctions hydrologiques et écologiques des zones humides, et en même temps, ils constatent leur déclin. Du coup, ils préconisent l'application de la séquence ERC à tout projet situé en zone humide. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils mettent l'accent sur un milieu ordinaire, puisque ça ne vise pas nécessairement des zones humides qui sont remarquables, et ils envisagent des modalités très exigeantes de compensation, alors que le reste de la réglementation est quasi muette. Donc ils peuvent préconiser une équivalence écologique ou des ratios surfaciques plus élevés. Du coup, indirectement, les maîtres d'ouvrage qui avaient besoin d'une autorisation en matière d'eau ont dû apporter une intention beaucoup plus forte aux zones humides dans leur étude d'impact, de peur de voir leur projet soit refusé, soit annulé par le juge, car incompatible avec le SDAGE. Cette approche par la fonctionnalité des milieux, elle transparaît un tout petit peu dans le droit de l'étude d'impact à la fin 2011, puisque les mesures compensatoires qui sont prescrites doivent garantir la fonctionnalité du site qui a été impacté. Donc, côté pratique, ces modifications ont produit des effets assez inégaux. On a une amélioration des dossiers, notamment sous l'impulsion des avis qui sont rendus par l'autorité environnementale du CGEDD. Donc les continuités écologiques sont mieux prises en compte. Et côté juge administratif, on peut dire qu'il est plus efficace en ce qui concerne les zones humides, car il peut notamment s'appuyer sur les préconisations des SDAGE. Pour le reste des milieux, on ne voit pas une amélioration particulièrement perceptible. Donc côté recherche, on a toute une doctrine qui appuie, toute discipline confondue, pour dire qu'il faut absolument compenser et appliquer la séquence ERC aux atteintes à la nature ordinaire. Et elle dénonce le paradoxe selon lequel plus les impacts sont compensables, moins ils sont compensés. Donc on a pu voir dans la définition légale de la compensation écologique donnée par la loi biodiversité en 2016 comme un aboutissement de ces revendications, de ces recommandations. Sans revenir sur tous les critères de la compensation écologique, en fait, ce qui est intéressant et ce qui concourt à une prise en compte meilleure de la nature ordinaire, c'est que la loi pose un critère d'ordre qualitatif. Elle impose le respect de l'équivalence écologique qui implique de tenir compte des espèces, des habitats et des fonctions écologiques qui sont affectées. Et donc, raisonner en termes de fonctions, je ne terminerai pas, revient à sortir de l'optique purement patrimoniale des espèces. D'autre part, la compensation écologique vise un objectif de non-perte nette de biodiversité, c'est un objectif quantitatif qui est impossible à atteindre si la compensation ne concerne qu'une partie de la nature, et elle impose, pour répondre à M. Larère, une obligation de résultat.
Quatrième temps, une retraite depuis 2016, une retraite prématurée. On pourrait considérer que là, en 2016, on a un bon corpus, que c'est bon, le droit est prêt et qu'on va pouvoir prendre en compte de façon meilleure la nature ordinaire via l'étude d'impact. Eh bien, ça doit être mitigé, puisqu'on a une réforme de l'étude d'impact qui modifie son champ d'application et son objet. On se focalise sur la biodiversité, donc on enlève tout ce que j'ai listé au début, et en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés par les directives. Deuxième facteur de recul, c'est que face à la demande de prise en compte de la nature ordinaire, eh bien, il y a une argumentation de certains maîtres d'ouvrage qui consiste à développer l'argumentaire selon lequel il n'y a pas besoin d'aller au-delà des surfaces compensées proposées au titre des espèces protégées, puisque ces surfaces, eh bien, elles profitent nécessairement à la biodiversité ordinaire. Mais l'affirmation selon laquelle les espèces protégées peuvent servir d'espèces parapluies et donc leurs actions de restauration va bénéficier à l'ensemble de l'écosystème, elle nécessite une démonstration scientifique qui n'est pas toujours produite et qui va conduire à évincer une partie de la nature ordinaire. Troisième facteur, c'est la position du juge. On est assez déçus, il avait les moyens, avec la loi biodiversité, de sanctionner, et in fine, il ne le fait pas. Il a 30 secondes. Ok, il ne le fait pas, retenez ça. Et on a même un recul là où il le faisait, c'est-à-dire en matière de zones humides. J'aurais pas le temps de poser mes notes d'espoir, parce qu'il y a de l'espoir. Allez, 1 minute pour l'espoir. 1 minute d'espoir. 1 minute pour l'espoir. Ok. Eh bien, je pense que pour rebondir sur les propos qui ont lieu avant, il faut se servir des armes sur lesquelles on a. Et donc, pour moi, le point d'achoppement, c'est sur le qualificatif d'effet notable, d'impact notable. Cet impact notable, il peut, à mon avis, être démontré tout à fait pour la nature ordinaire en termes quantitatifs et en termes qualitatifs. En termes quantitatifs, parce que ça va concerner un impact, un volume qui est plus important, qui doit être situé, si on prend un boisement de 5 hectares et qu'on considère sur un boisement de 100 hectares, l'impact est minime, mais si vous enlevez 5 hectares sur un boisement de 10 hectares, c'est quand même la moitié. Du coup, ça a quand même un effet qui va être notable. Et approche qualitative également, puisque on peut considérer que l'habitat, bien qu'il soit ordinaire et donc pas protégé, il peut être peu répandu localement. Il peut être exceptionnel parce qu'il sera impossible à recréer, même si c'est la nature ordinaire, ou qu'il est situé à un point stratégique en termes de production de fonctions écologiques. On a une décision judiciaire là-dessus. Voilà, donc l'étude d'impact n'a pas été pensée de façon en posant une dichotomie nature ordinaire, nature protégée. Et on peut s'appuyer sur la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qui traduit également cette position. Voilà. J'ai un peu abrégé, mais j'espère que j'étais claire. Merci beaucoup. André Micou, un mot ? Oui, juste remercier Madame Lucas, parce que ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que cette rentrée dans la machinerie juridico-technocratique, elle est là. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est pas seulement les textes, mais la manière dont ils sont interprétés, ce que la jurisprudence fait de ces papiers. J'avais une question, c'était est-ce que justement une notion technocratique, à savoir les services écosystémiques, même s'ils ont une dimension économique qui peut faire hérisser, n'a pas joué aussi pour les protecteurs de la nature. Je propose qu'on garde la question et qu'on la groupe avec celle des internautes à la fin de la session. C'est ça, je viens d'apprendre que toutes les questions seront retrouvées. Donc, si vous voulez bien nous rejoindre à la tribune, et puis on va passer à la communication de Patrice Notegen, qui est écologue naturaliste, fait qu'il y a beaucoup d'autres compétences, mais qui va nous parler, qui va faire une approche plus conceptuelle,
qui va pouvoir rebondir avec celle que nous a fait tout à l'heure Raphaël, puisqu'il va nous parler de la biodiversité entre naturalité, artificialité et culturalité. Donc je connais son texte, on pourra en discuter après, puisque c'est la règle. Donc 15 minutes, Patrice. Merci. Bonjour. Donc, un débat oppose régulièrement deux expressions, gestion des milieux et libre évolution. Il concerne bien sûr tous ceux qui, à un titre ou à un autre, qu'ils soient salariés, bénévoles, administrateurs, sont impliqués dans des structures ayant pour objet la préservation de paysages, de sites, de milieux, d'habitats ou d'espèces. C'est un sujet qui mobilise notamment au sein des conservatoires d'espaces naturels et qui est régulièrement abordé lors de rencontres organisées par la Fédération des conservatoires. Les débats conduisent parfois à des postures rigides, à des incompréhensions, dues pour partie, selon mes observations, à la référence à une notion que je considère peu féconde, bien que largement admise. Ce constat m'amène à proposer dans cet essai une autre perspective, nourrie à la fois par mon expérience personnelle, d'écologue ayant fait des incursions dans les domaines de l'ethnologie, de mes activités de naturaliste de terrain, impliquées entre autres aujourd'hui dans un conservatoire, ainsi que bien sûr nourri de lectures et d'échanges engagés depuis longtemps déjà. Le modérateur de cette session se souviendra peut-être que j'avais ébauché cette proposition en avril 2016, lors de la 21e édition du Forum des gestionnaires, qui avait pour thème patrimoine naturel et culturel. Il m'avait alors encouragé à approfondir et formaliser cette réflexion que je soumets aujourd'hui à votre analyse critique. Voilà, nous allons partir du mot nature, qui nature sauvage, pourquoi pas, et qui est souvent opposé à nature sous influence ou à nature anthropisée, et en faisant souvent référence à un degré de nature, comme l'ont proposé Terrasson, Génaud ou récemment Jean-Dominique Le Breton. Et donc un gradient de nature, on essaie de poser un site, un lieu sur ce gradient, mais on peut concevoir qu'il y a un gradient dans l'autre sens, un gradient anthropique. On va faire un petit glissement sémantique et non pas que ce soit la même chose, mais maintenant parler de naturalité et donc évoquer un gradient de naturalité, pourquoi pas, qu'on va opposer à l'anthropicité, et donc un gradient d'anthropicité, pourquoi pas. Et donc, ce qui relèverait de la naturalité, c'est par exemple une vieille forêt avec beaucoup de bois morts, ainsi de suite. Bon. Et on pourrait positionner sur ce gradient, là, c'est bien en haut, là, pas loin du terme extrême de naturalité. Et puis, si on prend le parking d'un supermarché, évidemment, on est du côté de l'anthropicité absolue, hein, et on va sans difficulté positionner le petit point en bas à droite, là. Mais quand on est avec ça, qu'est-ce qui se passe? Ici, un bocage arboré assez large quand même, pâturé. Donc, on est un peu embarrassé parce que c'est de la nature ordinaire, c'est du semi-naturel, comme on dit parfois, hein, mais on ne sait pas trop où on va le situer sur ce gradient. Pourtant, ce milieu est absolument une construction humaine, avec des savoir-faire, du droit, des relations humaines, la hiérarchie, ainsi de suite. Hein. Donc c'est un milieu complètement anthropique, il est très loin de la naturalité. Mais où le situer? Si on se réfère à la biodiversité, ça va peut-être nous y aider, parce que dans ce milieu, on y trouve évidemment bien des espèces, dont certaines sont remarquables, dont certaines sont protégées. Beaucoup d'oiseaux sont protégés, par exemple. Et donc, la biodiversité va nous dire, si on se réfère à un niveau de biodiversité qui est plus ou moins objectivable, hein, grâce à des outils, des indicateurs, on va le mettre entre les deux. Mais ça ne marche pas très bien quand même. Ça relève de l'anthropicité, mais j'introduis ici deux nuances dans l'anthropicité que je vais appeler l'artificialité. Bon, cette fois-ci, là,
un milieu complètement bétonné, et puis, par symétrie, ce que je vais appeler la culturalité écologique. Bon, après, j'abandonnerai le qualificatif pour simplifier. Et donc, le bocage va relever de cette culturalité, le parking de l'artificialité, et c'est ainsi que chacun de ces milieux va être situable non plus sur un segment opposant deux termes, mais au sein d'un triangle porté par trois pôles. Et donc voilà, un milieu est là, est situé en référence aux trois pôles que sont la naturalité, l'artificialité et la culturalité. En chaque milieu, il y a un peu des trois, hein, un peu ou beaucoup selon où il se situe. Donc trois définitions sont associées. Bon, là, sont discutables, hein, les définitions évidemment. La naturalité, c'est le caractère d'un milieu non conçu par l'homme, ni travaillé de sa main, dont il tire, ou surtout a pu tirer dans le passé, parti en laissant s'exprimer pleinement les processus écologiques spontanés. Je me réfère au processus. L'artificialité, c'est le caractère d'un milieu conçu par l'homme et travaillé de sa main pour en tirer parti, en ne prenant pas en compte ou faiblement les processus écologiques ou bien en s'efforçant d'en contraindre les manifestations. On peut débattre, hein, de la définition. Et la culturalité, c'est le caractère d'un milieu conçu par l'homme et travaillé de sa main pour en tirer parti en préservant et en orientant la fonctionnalité de tout ou partie des processus écologiques. Bon, la naturalité, c'est l'homme dans la nature, bon, et l'artificialité, c'est l'homme contre la nature, pour simplifier, et la culturalité, l'homme avec la nature. On pourrait dire aussi, il est question de nature sauvage du côté de la naturalité, de la nature asservie du côté de l'artificialité, de nature domestiquée du côté de la culturalité. Bon, je vous préviens pour la suite, les petites figures ne sont pas du tout des objets mathématiques, mais ce sont que des supports visuels pour la réflexion. Donc, on a tout milieu est caractérisable par sa distance aux trois pôles, et aussi par sa projection sur des gradients. Hein. Il y aurait donc y avoir trois gradients, ou trois paires de gradients, gradient de naturalité à artificialité, bien sûr, gradient de naturalité à culturalité, et gradient d'artificialité à culturalité, ou dans l'autre sens. Hein. Donc, tout milieu est caractérisé par sa distance aux trois pôles, et sa distance, enfin, son rapport aux trois pôles, et sa projection, si on peut dire, c'est pas mathématique, sur trois gradients. Hein. Et la biodiversité, ainsi, apparaît déterminée par cette position par rapport à ces trois pôles. Ce n'est pas mathématique, c'est juste pour aider à formaliser les choses. Bon, ceci nous permet de faire des comparaisons dans l'espace, évidemment, hein, deux milieux agricoles qui sont un tiré vers la culturalité, l'autre plus vers l'artificialité, ça va de soi. Mais c'est peut-être plus intéressant qu'on considère une perspective dynamique, hein, et en se disant qu'il peut y avoir, dans l'évolution d'un site, d'un milieu, d'un habitat, soit aller du côté d'une artificialisation, soit en symétrie de ce que j'appellerais la naturalisation, bon, on pourra discuter du terme, ou alors une dynamique qui irait du côté de la culturalisation versus naturalisation, et aussi bien sûr sur le troisième axe. Donc on en arrive à trois nouvelles définitions, vous m'excuserez, mais la culturalisation est une dynamique résultant d'une pression anthropique qui intentionnellement oriente et préserve ou rétablit une partie des processus écologiques au profit d'une communauté humaine. L'artificialisation est une dynamique résultant d'une forte pression anthropique qui intentionnellement altère profondément et plus ou moins durablement tout ou partie des processus écologiques au profit d'une communauté. Et la naturalisation est une dynamique spontanée résultant de la réduction de la pression anthropique qui permet à tout ou partie des processus écologiques de se rétablir. On peut appeler ça aussi renaturation, ensauvagement. Le ré me paraît... C'est pas indispensable de mettre le ré devant ensauvagement. Et donc,
les trois définitions nous permettent de continuer avec, en considérant des expressions d'une dynamique défavorable à la biodiversité, donc qui va faire descendre la biodiversité. Descendre, on peut objectiver dans certains cas une valeur à la biodiversité grâce à des indicateurs, des indices, dans certains contextes. Ce n'est pas une notion qui est généralisable. Et donc, par exemple, de dynamique défavorable, la culturalisation, à partir du moment où elle se fait sur la base de milieux à forte naturalité, c'est une atteinte à la biodiversité. Bon, il y a plein d'expressions, du déboisement à la constitution, par exemple, une perturbation de la biodiversité par domestication des processus écologiques dans l'exploitation forestière, hein, ou bien d'autres expressions que je ne peux détailler ici, mais qu'on trouvera dans le texte. Et il y a aussi d'autres manifestations, d'autres dynamiques défavorables à la biodiversité par l'artificialisation. Hein. Artificialisation, quand on a une digue de barrage en béton ancrée dans la roche qui est irréversible, hein. Ça n'a rien à voir avec le barrage d'un castor, hein. Et donc, ou le barrage même d'un meunier du Moyen-Âge. Et donc, on a là des expressions d'une artificialisation. Voilà. Voilà l'effet d'un barrage. Ou voilà, des pratiques d'enracinement systématique dans notre cher Morvan. Et puis des pratiques d'utilisation de produits de synthèse ou d'opérations, comme j'ai vu la semaine dernière, d'homogénéisation des calibres des sédiments dans les terres, non, ou aller jusque-là, mais on s'aperçoit que l'artificialisation, elle peut être l'effet conjugué de l'artificialité, elle peut être l'effet conjugué d'une artificialisation allant, convergente, quoi. Ici, des serres éclairées la nuit en Bretagne, près de Rennes. 3 minutes. Voilà. Donc, il y a dans les dynamiques favorables, il y a bien sûr aussi, heureusement, des dynamiques favorables. Hein. Par exemple, réinstallation de haies dans une région qui a été débocagée. Il peut y avoir le développement de l'agroforesterie, bien sûr. Il peut y avoir la gestion conservatoire grâce à des animaux rustiques. Ça fait partie de techniques qui sont favorables. Et même la réintroduction ici, un gypaète barbu avant d'être relâché dans un centre d'élevage. Bon. Et il y a des dynamiques qui apparaissent favorables aussi en matière de naturalisation spontanée, donc l'enfrichement, par exemple, hein, l'enfrichement ou le développement sur une voie ferrée à l'abandon d'une végétation. Et puis, bien sûr, il y a des grands sites qui sont bien connus et des grands phénomènes, l'exode rural, les tensions politiques, le No Man's Land coréen ou la catastrophe de Tchernobyl qui conduisent à des naturalisations quelquefois très spectaculaires. Il y a des limites, bien sûr, à ce renforcement de la biodiversité parce qu'il y a des espèces qui ont disparu et qu'on ne retrouvera pas. Donc, il y a un plafond de verre, hein, qui fait que, quoi qu'on fasse, on ne pourra pas aller plus haut. Mais je voudrais, pour conclure, et maintenant, pour nous, oublions un petit peu ces notions pour envisager les perspectives. La préservation de la biodiversité qui subsiste s'impose, ça va de soi. Les espaces à forte naturalité devraient partout être préservés, sanctuarisés. Bon. Pour contribuer à la dynamique favorable, à la dynamique positive de la biodiversité des milieux anthropisés, il existe donc deux voies. La voie de la culturalisation écologique, du recours au génie écologique, c'est l'interventionnisme gestionnaire. Hein. Le génie écologique, bon, on peut détailler quelques expressions, et la baisse de la pression anthropique, par ailleurs. La naturalisation. Donc, la réduction choisie de la pression anthropique,
qui va de pair avec la reconnaissance de la part sauvage du monde, selon l'expression de Virginie Marie, et donc le génie écologique, deux volets, deux manières de prendre en compte de favoriser une dynamique favorable qu'on peut résumer à travers les solutions avec la nature et la libre évolution. Et ces deux voies sont complémentaires et il paraît vain de les opposer. Enfin, pour terminer, il est important que pour chacun des sites dont elles ont la charge, les structures ad hoc, que ce soit des conservatoires, bien sûr, des réserves naturelles, nationales, régionales, des parcs nationaux, devraient faire le choix argumenté, débattu et assumé entre ces postures. Pas un choix globalement pour la structure, mais pour chacun des sites. Voilà. Merci de votre attention. Et pour me faire pardonner de ces schémas plus ou moins discutables, une petite image de nature, puis c'est un petit d'œil pour notre ami Jean-Pierre Raffin, qui ne peut pas être là aujourd'hui, parce que c'est un territoire qu'il adore, le bois des Ais, à Villars-Saint-Pancras. Voilà. Merci beaucoup. Merci Patrice Notgem, si vous voulez bien nous rejoindre. Et merci pour cette respiration en images. Votre micro n'est pas allumé. Je pense que cette machinerie conceptuelle va permettre de cadrer nos débats. Je pense qu'elle rejoint aussi avec des vocables différents, des choses qu'on vient d'entendre de la part de Raphaël. Il y a des échos très, très, pour moi, enfin en tout cas, et j'ai bien aussi apprécié la conclusion que les institutions en charge d'espaces différents puissent chaque fois réfléchir sur dans quel sens on va. Je prends quand même la parole pour dire autre chose à propos de nature ordinaire. J'espère que dans un colloque plus futur, on aura avec nous les représentants du monde agricole, n'en déplaise, parce que ce sont quand même bien les gens les plus directement concernés par la nature ordinaire, hors celle qui a été abandonnée, mais celle qui continue à être utilisée. Faisons des prières pour qu'un jour ils nous rejoignent. Merci. Et je donne la parole maintenant à Lionel Lalaz, qui est pas là, mais qui est là quand même, parce que on a enregistré son intervention, donc il va pouvoir être avec nous. Il devait essayer d'être derrière son ordinateur pour pouvoir participer aux échanges. Je ne sais pas s'il a pu se libérer, parce que ce n'est pas certain. Monsieur Laslas, si vous êtes derrière votre ordinateur, et si vous pouvez me faire un coucou par le clavardage, comme ça je saurai qu'on peut aussi vous adresser des questions et que vous pourrez y répondre. C'est parti. Bonjour Lionel. Bonjour Lionel Laslas, vous êtes à Chambéry, ou sans doute même au Bourget-du-Lac plus précisément. Et on va parler des parcs nationaux, on va parler de la façon dont la concertation ou ce qui en tient lieu se construit autour de la création et de la vie des parcs nationaux. C'est à vous. Merci pour votre accueil. Je remercie les organisateurs pour avoir retenu cette proposition de communication. Je vais m'appuyer ici sur des travaux que je conduis dans les parcs nationaux alpins français depuis maintenant une grosse vingtaine d'années, sur la base de travaux qui ont déjà été publiés, qui seront en fin de diaporama sur une diapositive de référence bibliographique, et puis sur des travaux qui sont également actuellement en cours. Alors, je vais ici m'inscrire dans une posture théorique qui est résolument critique, qui s'inscrit dans le référentiel de la géographie politique de l'environnement, sur la base du principe de dégagement que j'avais énoncé précédemment, c'est-à-dire de
refus d'engagement dans des logiques militantes qui prévalent souvent en political ecology, en écologie politique. Donc je m'inscris dans le champ de la poléomogéographie, c'est-à-dire de la géographie qui étudie et qui analyse les conflits. Et cette communication va proposer d'interroger les modalités de construction spatiale de l'acceptation sociale des espaces protégés, et plus particulièrement la manière dont un outil comme la charte des parcs nationaux, qui était censé favoriser la concertation et construire de nouvelles bases de collaboration, s'est avéré être en réalité une scène conflictuelle. Alors, je vais revenir sur cette notion d'acceptation sociale et la manière dont le géographe peut se l'approprier, et je présenterai donc, je structurerai mon propos en 3 temps. Tout d'abord, donc, les contextes de construction de ces chartes depuis la création des parcs nationaux dans chaque massif, en montrant qu'un certain nombre de tensions remontent aux origines, mais que loin de tout expliquer selon un déterminisme historique qui serait beaucoup trop simplificateur, les mouvements d'adhésion et de réticence à ces chartes traduisent des stratégies d'évitement, de gain de temps et de fédération dans la contestation. Et puis, ça nous permettra donc au final de comprendre les fortes disparités de taux d'adhésion enregistrés en fonction des différents parcs nationaux. Alors, ce qu'on entend par acceptation sociale, je propose ici la définition qui avait été recueillie pour le dictionnaire critique de l'Anthropocène paru en juin dernier. C'est un processus par lequel un groupe social admet la présence d'usages, de pratiques, d'infrastructures, de réglementations, de législations, voire de restrictions, et de toute forme de modification de son espace de vie. Donc, de ce point de vue-là, les espaces protégés peuvent faire partie de ces différentes orientations, sur un territoire que ce groupe social partage avec d'autres acteurs, mais dont il est fréquemment propriétaire et ou principal utilisateur, ou sur lequel il dispose de l'antériorité. C'est un consentement formel qui n'est pas matérialisé dans une convention, dans un acte écrit, mais qui traduit la capacité d'accord, sans nécessairement évidemment qu'il y ait d'admission totale, d'un acteur à l'égard d'un projet ou d'un objet varié qui va le concerner directement et qui va constituer donc un indicateur du niveau d'adaptation des décisions politiques. L'échelle de cette acceptation sociale, elle est locale, voire régionale. Les patents considérés sont multiples, ça va de plusieurs générations avec cette dimension d'héritage historique que j'évoquais jusqu'à l'immédiat, sachant que l'acceptation n'est jamais indonnée, jamais définitive et qu'elle s'inscrit dans une logique de construction en termes de rapport de force entre différents groupes. Cette acceptation, elle veut dire essayer de rechercher un équilibre dans lequel des avantages supposés vont l'emporter sur des inconvénients qu'on projette autour de la réalisation ou de la mise en œuvre de telle ou telle réalisation. Le contexte dans lequel vont s'effectuer ces mises en tension entre acteurs va interroger leurs valeurs et leurs postures et va montrer comment ces différents groupes d'acteurs vont s'arranger avec l'espace et vont spatialiser leurs compromis. Donc c'est dans cette logique-là que je propose de réfléchir à une lecture spatialisée montrant la plus-value du géographe pour l'analyse de ces questions d'acceptation sociale, sachant qu'il est évidemment complexe d'inscrire une attitude dans l'espace. Cette question de l'acceptation sociale, elle est en plein essor, elle a été beaucoup développée au Québec et dans le monde anglophone et germanophone, principalement au Québec sous l'appellation d'acceptabilité sociale, ce qui n'est pas la même chose que l'acceptation sociale. L'acceptabilité, c'est un potentiel, l'acceptation, c'est un état de fait. Et cette bibliographie s'est étoffée et commence à être un petit peu déclinée sur les espaces protégés de manière relativement timide. Et elle est apparue au 6e Congrès mondial des parcs nationaux à Sydney en 2014. Elle a été évoquée lors du 37e Congrès de réserve naturelle de France en 2018. Mais fréquemment sans faire cette démarche de l'inscrire dans une logique spatiale comme je le propose ici. Alors effectivement, le temps de la charte, en quelque sorte, des parcs nationaux constitue un élément assez intéressant pour appréhender cette acceptation sociale. C'est pas le document charte en tant que tel qui nous intéresse. D'ailleurs, dans le temps imparti, il ne serait pas possible de le passer en revue de manière détaillée, mais sa fabrique, c'est-à-dire la manière dont il constitue une scène, dans le sens à la fois temporel du terme, un temps de débat, mais aussi dans le sens spatial du terme, c'est-à-dire une manière de mettre en scène et d'articuler un certain nombre d'acteurs. Donc une charte qui va constituer une scène de débat,
permettant à chaque acteur d'exprimer ses valeurs, ses postures. Et la charte, on peut la considérer finalement comme un contrat de confiance entre acteurs qui définit ce que Fontaine, en 2014, appelait pour le Parc national de la Réunion une mécanique de l'ordre public écologique. Et donc, c'est la manière dont cette mécanique va se construire, va s'établir, qui va nous intéresser ici. Alors, la charte a permis de faire ressortir et rejaillir, c'est la métaphore de la boîte de Pandore que j'ai utilisée, un certain nombre de conflits qui sont sous-jacents ou qui ont été historiquement présents dans les parcs nationaux depuis plusieurs décennies, voire même sur des périodes parfois un petit peu plus récentes. Et donc cette figure ici permet de comprendre quel type de conflit on peut voir en lien avec l'épisode de la charte. Vous avez en 2006 donc le trait qui matérialise la nouvelle loi sur les parcs nationaux, parcs naturels régionaux et parcs naturels marins, dite improprement loi Girand, en lien avec le rapport éponyme de 2003. Et cette loi, donc, à partir du moment où elle inscrit la nécessité d'engager un processus de construction d'une charte, va titiller en quelque sorte un certain nombre d'épisodes conflictuels. Soit le type numéro 1, un conflit réémergent, c'est-à-dire qui s'est produit sur des pas de temps très distincts les uns des autres et sur des espaces en général relativement limités, conflits la plupart du temps de faible envergure et qui vont ressortir en quelque sorte au moment des discussions de la charte, soit un conflit de nouvelles requêtes que saisissent certains groupes d'acteurs en lien avec la perspective de construction de la charte. C'est pour ça que ça démarre quelques années avant la loi, au moment où les discussions autour de la réforme des parcs nationaux sortent. Un troisième type de conflit qui est un conflit de gain de temps, puisque la charte est désormais imposée par la loi, qui va viser à retarder et à repousser au plus tard sa mise en œuvre et son échéance. Des conflits de beaucoup plus grande envergure, à la fois spatiale et temporelle, qui sont caractérisés par une induration dans le temps beaucoup plus significative, ce que j'ai appelé ici le conflit englobant, notamment autour de formes de rejet de principe de l'existence même de ces dispositifs de protection. Et puis, après 2006, on voit apparaître des conflits qui sont spécifiques aux chartes, dans lesquels notamment un certain nombre de collectivités territoriales vont mettre sur la table le caractère supposément et non officiellement déclaré prescriptif des orientations qui sont inscrites dans l'aire d'adhésion, alors qu'en réalité, le réglementaire ne reste que dans le cœur, par l'intermédiaire de ce qu'on appelle les marqueurs. Et donc, ça va aussi donner l'opportunité, en quelque sorte, de mettre dans la balance l'adhésion à la charte à l'échelle communale avec un certain nombre de revendications sous la forme d'un échange ou sous la forme d'un chantage, selon la manière dont on le considère, adhésion contre obtention et gain de cause sur un certain nombre de dossiers, soit des dossiers nouveaux, soit des dossiers relativement anciens, autour par exemple de l'extension de domaines skiables. Et ce contexte s'inscrit dans une logique qui est celle évidemment de la refonte des parcs nationaux, dans un modèle qui a longtemps été basé sur la verticalité, des logiques très descendantes et centralisatrices, caractéristiques de la France gaullienne des années 60, qui ne sont évidemment plus adaptées aux modalités de mise en œuvre et notamment aux logiques davantage concertées qui sont prônées depuis les années 80, avec toutes les limites qu'on peut identifier. Et cette logique verticale qui doit être conciliée finalement avec une logique davantage horizontale, impliquant davantage la base, donnant plus de place aux élus locaux dans les conseils d'administration, faisant en sorte que le président du conseil d'administration soit nécessairement un élu local, ce qui avait toujours été le cas dans la quasi-totalité des parcs nationaux historiquement, mais ce qui n'a que très rarement été le cas pour le parc national de la Vanoise. Et donc c'est cet équilibre qu'il va falloir rechercher dans la construction de la charte, ce que j'avais appelé il y a quelques années donc une véritable diagonale du fou. Et cette charte va faire rejaillir un certain nombre de conflits enfouis. Alors dans ce contexte-là, eh bien, il va s'agir de conduire la charte face à certaines stratégies qui vont consister à pratiquer une forme d'évitement de la part de certains acteurs. Schéma ici que j'avais établi notamment à travers l'exemple du parc national de la Vanoise, avec, vous voyez, différentes stratégies que je vais aborder du sommet dans le sens des aiguilles d'une montre pour expliciter une acceptation sociale globalement faible et un rejet de cette charte. La loi de 2006 répond à une revendication des élus considérant qu'ils n'étaient pas suffisamment nombreux et pas nécessairement majoritaires dans les conseils d'administration des établissements publics administratifs, avec une revendication de présidence. Mais lorsque cette opportunité est donnée par la loi de 2006
un certain nombre d'acteurs vont refuser de prendre la main, en quelque sorte, avec un faible engagement des grands élus du département, ce qui sera par exemple le cas en Vanoise. Deuxième facteur, des effets d'entraînement, de solidarité et d'influence entre les communes, en faisant par exemple voter en premier la commune la plus peuplée, dont le poids des résultats de la manière dont le conseil municipal se sera prononcé sur l'adhésion va être déterminant pour la suite, avec des effets de contagion, avec une certaine forme de suivisme également, des délibérations types qui sont votées à la suite entre conseils municipaux, des déclarations communes également, hein, donc il y a un effet de solidarité. Certaines communes ayant voté de cette manière-là, d'autres refusent de se désolidariser. Un jeu qui est réactivé sur l'opposition historique entre échelle locale et nationale, hein, avec cette pratique de ce que j'avais nommé en 2004 la culture du refus, de tout ce qui vient de l'extérieur et notamment des capitales, hein, quels qu'en soient les statuts. Le retour assez courant sur un syndrome de saturation protectionniste dont le parc national sera l'emblème, avec les dispositifs Natura 2000, avec un certain nombre d'autres d'outils de protection qui sont gérés et activés par le parc national, du type réserve naturelle par exemple. Et donc finalement ce niveau de protection déjà élevé n'est pas incitatif pour les acteurs à vouloir prendre part à des logiques plus concertées. Les critiques Vous sur reste 3 l'illisibilité minutes. administrative des documents et notamment des premières moutures qui ne sont pas lisibles de ce document de charte incitant à les réécrire, mais aussi à l'amender, à la compléter, etc. D'où une volonté véritablement de gain de temps en opérant ces différentes réécritures, en bloquant le processus de validation au sein du conseil d'administration, en espérant, ce qui est assez classique dans un conflit, hein, qu'il y ait une forme de découragement de l'autre partie prenante et pouvoir par ce biais aboutir à une forme de contournement. Et puis la survalorisation du poids historique et des héritages, ces conflits relativement anciens dont je parlais précédemment. Alors ça va aboutir à des résultats qui sont effectivement extrêmement contrastés en fonction des établissements. Si on prend l'exemple des 3 parcs nationaux alpins français, dans le cas du parc national des Écrins, vous avez en vert foncé les communes qui ont adhéré lors de la première vague d'adhésion en 2013, et puis 2 ans plus tard, en vert plus clair, les communes qui ont adhéré en 2015 et porté le taux d'adhésion à 90%, donc avec un résultat relativement élevé, hein, le plus élevé même pour les parcs nationaux. L'essentiel des communes ayant refusé l'adhésion étant plutôt des communes périphériques, moins concernées par les logiques du parc national, en dehors de Champollion, sachant que les Écrins avaient déjà une culture de la charte, hein, avec toute une série de chartes qui avaient été mises en œuvre entre 92 et 96, pas sur le modèle de la loi de 2006 évidemment, mais déjà des chartes qui lui permettaient de collaborer avec un certain nombre d'acteurs locaux et avec un phénomène d'entraînement collectif porté par un certain nombre d'élus. Dans le cas du Mercantour, là aussi des défections, hein, et un certain nombre d'élus en première ligne du combat anti-parc qui n'ont pas souhaité s'engager, avec l'UBAI comme bastion historique de l'opposition et la Haute-Tinée avec des communes support de station qui n'ont pas souhaité effectuer cette adhésion, mais avec la spécificité de Barcelonnette qui a été la première commune à adhérer alors qu'elle était hors de l'ère optimale d'adhésion. Donc ça c'est une première qui a été ensuite reconnue et mise en œuvre par la loi. Concernant la Vanoise, c'est là où le bas blesse, dans la mesure où l'adhésion au projet de parc lors de la consultation préalable des communes en 1961 avait été plutôt favorable par rapport au Mercantour, par exemple, et malgré tout, vous voyez ici sur la carte de droite le résultat final, à savoir seulement 2 communes, c'est-à-dire 7% des communes qui ont adhéré. On est là clairement en présence d'une acceptation échouée en raison des facteurs que j'ai évoqués précédemment, avec un phénomène de pénalité cumulative et un dispositif qui désormais fonctionne sans charte et qui oblige l'établissement public à se positionner en matière de collaboration avec des communes qui, malgré tout, n'ont pas adhéré et des élus qui ne sont pas décidés à le faire. Donc il n'y a pas eu de nouvelle campagne d'adhésion en 2018 comme cela aurait pu être fait, et se pose la question de savoir si une nouvelle campagne va être lancée en 2021. Pour conclure, se pose la question effectivement de la distribution selon 4 critères de ces résultats. Vous avez l'extension de l'aire d'adhésion qui a été pratiquée par certains établissements publics avec la possibilité d'élargir
le spectre de la zone périphérique vers des communes qui n'y appartenaient pas, hein, pour élargir l'aire d'adhésion, et ça a plutôt bien fonctionné dans les Cévennes et en Guadeloupe. Extension également sur la partie basse du graphique du cœur, qui a aussi plutôt bien fonctionné en Guadeloupe et dans les Cévennes, et qui a été extrêmement important à Porquerolles, puisque Porquerolles a rejoint le cœur du parc national. Et puis deux autres paramètres, la durée du débat sur la charte, qui a été 2 fois plus longue en vanoise que dans la moyenne des parcs nationaux, 8 ans, et des taux d'adhésion. Et là, j'ai évidemment indiqué uniquement la première phase d'adhésion, puisque tous les parcs nationaux, comme je viens de l'expliquer, n'ont pas engagé une deuxième phase d'adhésion nécessairement, qui s'échelonne entre 45 et 80%, avec donc le côté exceptionnel des 7% du parc national de la Vanoise. Et donc, pour terminer, ce modèle que j'ai proposé, qui permet de synthétiser ici les positionnements d'un certain nombre de communes, avec des communes en rouge qui ont refusé l'adhésion, soit dans le type A, parce qu'elles ont historiquement constitué des bastions de résistance, qui a été le cas de Saint-Christophe-en-Azan, qui a fini finalement par adhérer, mais pas dans un premier temps. Des communes qui sont dans une situation d'opposition en lien avec une demande dans le cadre des discussions de la charte qui n'a pas été satisfaite, et puis les communes E qui sont des retraites des intérêts parce que relativement éloignées du cœur de parc, ce qui a été le cas dans le Val-Bonnel, dans le Champsor, comme je l'ai montré tout à l'heure, et puis à l'inverse des communes, les cas B, D, F, qui sont des communes qui ont adhéré, soit parce qu'elles se sentent pleinement dans les dynamiques de cœur de parc et soutien historique du projet, soit parce qu'il y a des effets également d'opportunités qui se sont dessinés progressivement. Alors pour terminer, cet objectif de la charte permet de montrer finalement comment on fabrique l'acceptation sociale et comment on y parvient inégalement, incomplètement, et à quel point cette acceptation sociale est difficile à gagner. On est ici dans le sens d'une fabrique de l'acceptation sociale, dans le sens d'une véritable œuvre d'art, en quelque sorte. Avec un bilan de la loi 2006, on dispose maintenant d'un certain recul qui est globalement assez mitigé, et notamment dans la loi de 2006, l'intercommunalité, qui était pourtant déjà largement entamée, mais qui a été fortement confortée par la loi NOTRe, n'avait pas été prise en compte. Donc peut-être que l'échelon intercommunal dans l'adhésion aurait aussi été pertinent. Et tout cela montre bien qu'il ne suffit pas de décréter l'outil, en l'occurrence ici une charte, pour susciter la concertation et susciter l'amélioration des conditions d'acceptation sociale des politiques de protection. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Lionel Lasclas, et de stresser un peu sur la fin de votre présentation. Alors, je vous confirme que Lionel Lasclas est bien derrière son écran, donc toute remarque, contestation véhémente sur son propos, demande de précision, questions peuvent lui être adressées. On va avoir maintenant un temps d'échange et de questions et de débats qui passera exclusivement par cet outil de clavardage. Alors, j'ai une première question qui s'adresse nominativement à Patrice Notgem. Vous indiquez un gradient croissant de biodiversité des pôles artificialité et naturalité avec un niveau intermédiaire pour la culturalité. Je ne suis pas sûr que ce soit toujours le cas entre les pôles naturalité et culturalité, c'est-à-dire une biodiversité plus élevée dans les espaces de naturalité, et cela dépend certainement de quelle biodiversité on évalue et comment on l'évalue. Et la personne qui pose cette question et fait cette remarque poursuit, mais ce qui est sûr, c'est que ce ne sont pas les mêmes biodiversités, c'est-à-dire pas les mêmes cortèges d'espèces, d'habitats et de fonctionnalités, et que les deux méritent d'être pris en considération et conservés, cette conservation pouvant évidemment être dynamique par une prise en compte des évolutions spontanées pouvant conduire à des modifications de biodiversité pour les espaces de naturalité. C'est pourquoi j'adhère tout à fait à votre conclusion sur la complémentarité des deux types d'espaces, ceux de naturalité et ceux de culturalité, dans lesquels la biodiversité prise avec ces trois composantes doit être conservée par non-intervention ou gestion conservatoire, selon le cas. Il faudrait... Oui, Alors je vous dis quand même qui est derrière cette remarque, c'est Serge Muller. Serge Muller. Bon, d'accord, merci Serge.
Je ne pense pas qu'il faille considérer que la culturalité soit intermédiaire entre naturalité et artificialité. C'est pour ça que ce n'est pas sur un axe, c'est que c'est un triangle, quoi. Hein, ce n'est pas une histoire d'intermédiaire. Alors après, c'est en se référant à la biodiversité qu'on peut faire des comparaisons. Mais c'est un moyen. Si on peut qualifier la biodiversité, ça nous aide à positionner. Mais ce n'est pas toujours facile de qualifier la biodiversité parce qu'on peut l'aborder à travers différents critères, différents regards, différents indices. Donc, voilà, je suis un petit peu... je pense que vraiment, il ne s'agit pas de situer les choses sur un axe, quoi. Hein, et la culturalité, cette notion que je propose, elle est là pour justement se départir de cet unique gradient de la nature à pas nature, quoi. Est-ce que par hasard, dans le micro, par hasard, ce pôle de la naturalité ne permettrait pas aussi de prendre en compte, davantage qu'on le fait, je crois, une biodiversité domestique? Parce qu'on ne parle jamais de la diminution des variétés, des races qui font également partie de la biodiversité spécifique, génétique, essentiellement. Alors, André Micou, je vais me permettre de compléter votre question avec une question qui vient d'arriver. Faut-il réellement placer la naturalité tout en haut de la pyramide de la biodiversité, dans l'espace du bocage normand comme des alpages? La biodiversité de cette nature domestiquée, entre guillemets, est plus élevée que le serait celle de la, entre guillemets, nature sauvage. Souvent, on juge de la qualité de la biodiversité au nombre d'espèces, par exemple. Mais, oui, mais dans un bocage normand pâturé, arboré, tout ça, il y a énormément d'espèces, mais il y a des processus naturels qui sont bougrement contrôlés et orientés vers... au bénéfice de l'activité humaine. Moi, les définitions que je propose sont sur la fonctionnalité des processus plutôt que sur l'abondance, la présence des espèces, la richesse spécifique. Hein. Donc, on est bien sur une notion de processus de fonctionnement des systèmes. Hein. Donc, mais pour moi, alors pour répondre à ta question sur les variétés domestiques, espèces végétales ou animales, ça relève de la culturalité. C'est le savoir-faire de l'homme qui a fait des sélections orientées, ainsi de suite. Et quelquefois, on peut avoir une baisse de la culturalité, enfin, on assiste à une baisse de la culturalité par rapport à certaines races qui ont des tas de qualités et par appauvrissement du patrimoine génétique sélectionné par l'homme, quoi. Et la culturalité, c'est intéressant aussi parce que c'est à la fois, on peut considérer ça sous l'angle d'une espèce d'atteinte à la naturalité, hein, mais c'est aussi, ça peut être considéré aussi sous l'angle d'une amélioration par rapport à une artificialité qui a été poussée. Je ne l'ai pas présenté, mais j'ai des exemples. Par exemple, on a, avec l'évolution des paysages bocagers, on a des allers-retours depuis la période médiévale entre artificialisation, culturalisation, et c'est intéressant. À l'occasion, je le développerai dans la présentation, dans le document écrit. Alors, autre question qui va peut-être plus s'adresser à Mme Lucas. En tant que représentant d'un CSRPN, donc Conseil régional, Conseil scientifique, voilà, régional de protection de la nature, je perçois une rigidification de la prise en compte des espèces protégées sans aucune approche fonctionnelle et systémique. La dérive technocratique dont parlait Raphaël Larère semble ici être une dérive majeure. Plus largement, je ne vois pas de prise en compte de la nature ordinaire dans les dossiers qui nous sont soumis en CSRPN. J'ai par contre vu la volonté de faire de plus en plus financer les actions de préservation des espaces naturels par les aménageurs dans une logique de prestation en substitution des financements publics qui se restreignent, confère la loi de 2016 sur la reconquête de la biodiversité, ce qui contraint fortement les modalités d'intervention des gestionnaires, notamment les conservateurs d'espaces naturels. Oui, je suis bien. La réponse est oui, d'accord. Je suis bien d'accord avec ça. En fait, mais en même temps, ça revient au début de ma présentation où je disais qu'en discutant avec les acteurs, donc à la fois les bureaux d'études, mais aussi les services instructeurs,
et les scientifiques qui me disaient qu'il n'y a pas besoin, qu'il n'y a pas de compensation de biodiversité ordinaire, de nature ordinaire, et qu'il n'y a pas besoin de le faire, mais parce qu'en fait, la plupart du temps, on se concentre sur la nature qui est protégée et qui nécessite d'obtenir des dérogations. Et les CSRPN, ils sont consultés dans le cadre de cette dérogation espèces protégées. Donc c'est normal que dans ce cadre-là, c'est normal. C'est normal qu'on ne parle que de ça. Mais voilà, c'est normal. Voilà, ça se il y a un effet de loupe. Voilà, il y a un effet de loupe. Après, je trouve qu'on voit quand même une prise en compte des fonctionnalités, je vous l'ai dit, dans les zones humides. Ça, c'est quelque chose que je peux voir dans les dossiers eau. Mais c'est une spécificité que je ne retrouve pas forcément ailleurs, et parce qu'on a un dispositif et on a des schémas directeurs de gestion et d'aménagement des eaux qui ont mis un peu l'accent dessus, et que le rôle du juge est à mon sens très important, a accepté de contrôler. Et estimer que de temps en temps, eh bien oui, les compensations qui étaient prévues pour les zones humides n'étaient pas suffisantes, et donc du coup, que les impacts allaient être trop forts, et donc le projet devait être annulé. En vous entendant tout à l'heure, et en ayant entendu juste avant Raphaël Larère parler de technocratisation, je me demandais si l'un des outils les plus efficaces de cette technocratisation, ce n'était pas le droit. Eh bien, c'est ce que... C'est ce que vous aimez. Après, en fait, ce que je voudrais démontrer à travers l'étude d'impact, c'est que je trouve qu'on a un instrument juridique qui est plutôt bien fait. Alors, il est perfectible, on s'entend très bien, et d'ailleurs, il a fait l'objet de nombreuses réformes, il est perfectible, mais a priori, il est transversal, et il permet la prise en compte de cette biodiversité ordinaire. Le problème, c'est qu'il est interprété, le droit est interprété, et il est interprété par des acteurs, notamment les services instructeurs, qui ne sont pas forcément spécialistes de la question, qui ont un turnover assez fort, et donc du coup, et qui n'ont pas forcément le temps pour bien gérer non plus complètement les dossiers. Et à côté de ça, on a aussi le juge, qui n'est pas non plus spécialiste, et qui va s'appuyer sur des éléments assez tangibles. On a des espèces protégées, du coup, il y en a une valeur juridique qui est forte, qui est reconnue à ces espèces, donc c'est facile, j'ai un impact qui va être notable. C'est facile. Sur les zones humides, pourquoi est-ce qu'elles sont prises en compte aussi? Parce que les SDAGE ont posé des ratios. Ils ont estimé que quand vous détruisez une zone humide, si vous la restaurez ou si vous la recréez, eh bien, évidemment, les résultats risquent d'être différents, et si vous avez un risque de perte de biodiversité et d'équivalence fonctionnelle, si vous recréez à partir de rien une zone humide, et donc ils ont imposé un ratio surfacique de 200%. Je détruis une mare de 5 hectares, c'est plus une mare, de 100 mètres carrés, je dois compenser avec une mare de 200 mètres carrés pour compenser. Donc le juge a un élément assez facile à contrôler. Patrice Noutguem. Oui, en tant que vice-président d'un CSRPN, je sais que les CSRPN diffèrent un petit peu. Bien sûr, ce sont des groupes de personnes, donc ils peuvent différer dans leur analyse des situations. Je voudrais juste faire remarquer qu'il n'y a pas d'identité entre nature ordinaire et espèces non protégées, espèces protégées. Dans la nature ordinaire, il y a beaucoup d'espèces protégées. Les CSRPN sont souvent interrogés à propos, par exemple, des dérogations pour la destruction des nids d'hirondelles de fenêtres en milieu urbain. On est dans de la nature dite ordinaire, qui va peut-être devenir extraordinaire. Mais, donc, là, et ce sont des espèces protégées qui nécessitent donc une dérogation. Voilà, c'est juste une petite remarque. Une question pour vous, Marc Lucas, d'Aline Treillard. Faut-il comprendre de votre propos qu'il est désormais indispensable que les requérants, associations notamment, démontrent au juge administratif que le caractère notable des atteintes à l'environnement n'est pas à considérer comme uniquement qualitatif, mais bien quantitatif? Oui. La réponse est oui. La réponse est oui, mais je ne pense pas que le quantitatif sera là non plus suffisant. Je pense qu'il faut aussi se servir du
qualitatif. On peut avoir de la nature ordinaire qui, localement, eh bien, est très peu répandue, alors qu'elle l'est dans le reste de la France, du coup, qui n'est pas protégée. Et on peut se servir aussi, et donc je rebondirai sur les notions de fonction écologique et de service écologique. J'ai un arrêt d'une cour d'appel qui s'appuie sur ça. Donc c'était une révision d'un plan local d'urbanisme et qui veut passer en zone à urbaniser, une zone qui est en zone naturelle. Et le juge a sanctionné ce changement d'affectation en disant que c'était le seul passage qui restait, qui permettait notamment aux cervidés de passer. Donc c'est l'effet trame verte et bleue, l'effet continuité, qui a permis de maintenir cet espace. Mais il n'est pas allé compter les cerfs pour savoir s'il y en avait suffisamment qui passaient par là pour... Je ne sais pas après comment ça a pu être démontré, mais voilà, je pense que c'est les deux. Il y a du quantitatif et du qualitatif. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont alimenté directement ici ou par Internet cette première session. Merci à son modérateur et aux intervenants.